Merci, Monsieur le Président. Alors, je ne vais pas faire des conclusions d'un événement auquel je n'ai pas assisté, parce que je trouverais ça un petit peu incorrect à votre égard. Bon, je voudrais d'abord, comme directrice, dire que nous sommes heureux de vous avoir accueillis ici. Je pense que c'est une première, je pense. D'habitude, c'est l'UNESCO qui accueille, parce que, comme vous le voyez, bon, nos locaux ne sont pas forcément à la hauteur des locaux de l'UNESCO. Mais bon, je crois que sur le plan politique, symbolique, c'était important que le ministère vous reçoive pour indiquer effectivement toute l'importance que nous accordons aujourd'hui à ce, je n'ose même pas dire à ce sujet, parce que c'est un peu comme l'international, c'est à tous les instants que la question du numérique croise celle de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce n'est même plus un sujet en soi, et c'est un décloisonnement. Je vois Marie-Françoise Crouzier, Mehdi Garsala, qui sont tous les deux sur ces sujets auprès de moi. C'est assez étonnant de voir en peu de temps, en ce qui me concerne en 4 ans, plus de 4 ans, combien ce sujet a changé de positionnement par rapport au reste alors de ma direction, mais plus globalement du ministère. Voilà, c'est pour ça que je compare à l'international, parce que quand on dit internationalisation de l'enseignement supérieur, il y a longtemps qu'on ne dit plus relations internationales, enfin il y a longtemps, il y a quelques années qu'on ne dit plus relations internationales. Je pense qu'on est un peu dans le même phénomène avec les questions en fait de digitalisation, d'enseignement numérique, de stratégie numérique. Ce n'est plus un problème de choix, c'est plus accessoire, on le retrouve sur quelques sujets. Les sujets santé, bon, je pense qu'il y a, voilà, on a une UNT qui est particulièrement sur cette question, et on se pose la question là aujourd'hui d'accélérer en particulier la formation tout au long de la vie des médecins, la formation continue des médecins grâce à une dynamisation d'une plateforme déjà disponible. On a fait passer nos examens classants nationaux en ECNI, c'est une première dans le monde. Ça a été quelque chose, un travail entre le ministère de la Santé et nous, absolument, je crois, remarquable et salué, qui fait qu'aujourd'hui, les futurs internes passent tous les mêmes épreuves sur tablette, avec un système de correction automatique, avec des épreuves entièrement numérisées, et avec, et c'est ça que je trouvais intéressant, parce que ça, je l'ai vraiment vu de près, la transformation des épreuves et donc de la préparation en amont que cela induit, en particulier parce qu'ils ont la possibilité d'avoir, grâce à la digitalisation de ces examens, des épreuves cliniques progressives, avec du coup quelque chose qui s'approche beaucoup plus de la réalité de ce que doit faire un médecin qui ne peut pas revenir en arrière et dont les premiers choix guident les suivants, etc., qui est tout à fait intéressant. Donc moi j'ai assisté, c'est un exemple, mais bon, j'ai assisté sur ce cas particulier à la façon dont en fait la digitalisation accompagne en fait une transformation pédagogique, non seulement de l'examen, mais de la réflexion, et le rapproche du coup de l'acte professionnel, de la préparation au métier. Alors qu'en soi, bon, les examens classants nationaux, c'est surtout pour répartir, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qui est tout à fait normal, c'est pour répartir les internes dans les CHU et savoir s'ils feront de la psychiatrie à Paris ou de la pédiatrie à Marseille. Bon, selon leur rang de classement, pour vous résumer le sujet. Donc quelque chose qui est très 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 important pour les médecins, pour le ministère de la Santé et pour les étudiants évidemment individuellement. Vous voyez, donc c'est comme la sortie ENA, enfin oui, c'est des histoires de rang. Vu comme ça, c'est des histoires de rang, pas très intéressantes. Bon, c'est en train d'être transformé par la digitalisation de cet examen en quelque chose de beaucoup plus intéressant sur le plan pédagogique. Donc bon, ça nous a simplifié, sérieusement simplifié effectivement la correction. Avant, les PUPH étaient enfermés pendant quelques jours dans des sous-sols où personne n'accédait pour corriger sans... Bon, voilà. Enfin, il y a des gens qui ont connu ça. Bon, voilà, vous avez sans doute connu ça comme PU. Voilà, donc d'une part, je pense qu'en termes d'ergonomie, tout ça, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus intéressant. Mais surtout, on a fait quelque chose d'intéressant grâce à ça. Alors que ce n'était pas au départ forcément ce qui avait été pensé. Donc, pourquoi je vous dis ça? Bon, parce que ça me vient, parce que ça m'a énormément occupé, cette histoire de CNI, et que
en même temps, vous voyez, on n'avait pas l'impression, quand on s'est lancé dans cette opération, je veux dire, on n'était pas en train de penser des choses aussi larges que celles que vous avez brassées pendant 2 jours. Mais c'est un petit exemple qui montre combien, voilà, c'est en permanence, hein, quel que soit le sujet, et on l'aborde à travers, bien sûr, la formation tout au long, bien sûr, à travers la question de la formation tout au long de la vie. J'étais tout à l'heure, pour vous dire, tous les jours, moi j'en parle sans arrêt. J'étais avec le président de Nouvelle-Calédonie ce matin en visio. Bon, ça c'est banal. Et voilà, et on parlait aussi de la façon dont ces programmes de recherche qu'ils essayent de faire dans une aire régionale, hein, donc le Pacifique, mais en même temps en lien avec les autres ultramarins sur quelques secteurs d'excellence, voilà, comment le numérique était pour eux à la fois vraiment un outil de monter, d'upgrader, pour upgrader leur recherche, parce que c'est pas évident de constituer une communauté, le moindre déplacement à 3000 km, de constituer une communauté scientifique dans le Pacifique, hein, et en même temps d'être éligible au PIA3 en tant qu'ultramarins tous ensemble, et puis en même temps, puisque c'est leur 3e mission, d'aller former les étudiants de Bac+2 et Bac+3 sur toutes les îles qui composent ce territoire. Et là aussi, donc moi c'est très concret, hein, mon approche, mais voilà, mais en tout cas, là aussi on parle numérique et on parle de son équipement, etc. Et puis, bon, je voudrais dire, grâce à Marie-Françoise et puis à ses collègues, à Mehdi et à d'autres, l'autre jour, je suis allée en Bretagne, hein, et là aussi j'ai vu de façon vraiment très concrète ce qu'apportait une transformation, enfin des équipements numériques de haut niveau, hein, puisque c'est le cas en Bretagne, où la Bretagne a fait le choix, hein, du point de vue universitaire, a vraiment fait le choix d'axer une opération campus entièrement sur le numérique. Et donc de faire du numérique pour ce territoire, alors c'est pas la Nouvelle-Calédonie hein, quand même, mais la Bretagne, hein, je ne voudrais pas qu'on dise que je compare, mais bon, il se trouve que c'est quand même, du point de vue universitaire, c'est quand même un espace moins concentré que par exemple, voilà, si vous prenez l'Académie de Toulouse, c'est très concentré sur la métropole, etc. La Bretagne, avec ses universités, bon, certes, il y a Rennes, mais vous avez quand même énormément de sites, hein, et d'ailleurs des universités sur d'autres, Brest, Vannes, voilà. Et donc, ils ont cette question, hein, comment on maintient des enseignements correspondant à des, entre guillemets, disciplines rares, hein, il n'y a pas que l'archéologie médiévale, mais bien aussi des disciplines rares en sciences, par exemple. Hein, comment, au sens où il y a peu d'étudiants, où il y a un degré de scientificité très, très exigeant. Donc comment est-ce que, même en Bretagne, le numérique permet effectivement d'avoir un très haut niveau d'enseignement, hein, pour, je pense, au niveau doctoral, etc., au niveau master, et en même temps de ne pas faire déplacer les gens sans arrêt, etc. Et moi, je suis très intéressée par cette question, hein, du rapport au territoire, etc., parce qu'on est un peu, nous, au ministère, entre 2 feux, je dirais. D'un côté, celui de l'excellence et de la métropolisation, à quoi pousse un certain nombre de programmes, et de l'autre, cette attente très forte à la fois des élus, d'une partie de la jeunesse aussi, de pouvoir avoir un rapport au savoir qui est quand même un rapport relativement de proximité. Et je pense que le numérique est vraiment pour nous, voilà, ça peut être vraiment une solution. Alors, par ailleurs, Monsieur le Président, je vous entendais voilà, appeler un peu au réalisme. Et justement à être bien conscient que quand on se donne des programmes ambitieux, il faut en même temps se fixer des étapes qui font qu'on atteint un certain nombre d'objectifs. Sinon, c'est totalement décourageant. Hein. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire avec l'AUF, hein, avec le programme ID9 hein, qui progresse. Bon, la France a beaucoup investi hein, dans ce programme francophone en mettant quand même à disposition de l'ensemble des universités francophones une grande partie de ces ressources libres, hein, de ces REL. Bon, il faut maintenant qu'on le suscite aussi, il faut que, voilà, que ce soit un programme qui soit largement partagé par tous. Bon, moi je crois que pour nous, en tout cas, pour ce ministère, pour les ministres, hein, les 2 ministres, le secrétaire d'État et la ministre, je crois que le numérique est pour tous les 2 quelque chose de très très important, aussi parce que ça porte une vision de ce que doit être, et je crois que c'est là qu'on rejoint beaucoup l'UNESCO hein, dans son idée
hein, du numérique, parce que c'est un des exemples où la technique peut rejoindre une forme d'idéalisme. Bon, et en particulier l'idéalisme du partage, hein, d'une connaissance qui ne se garde pas pour soi et qui s'enrichit du partage. Bon, je crois que ça, c'est une idée que vous portez, hein, assez haut, et qui est très portée aussi, hein, évidemment, par ce gouvernement. Et je pense que ce n'est pas un hasard si le numérique est aujourd'hui au cœur de notre action dans ce ministère. Voilà, donc vous dire que nous, en tout cas, on suit avec énormément d'intérêt ce que fait l'UNESCO. Alors, on ne se situe pas aussi large, aussi haut, etc. On est très... vous voyez, on a des sujets, et c'est normal, parce que, bon, on doit mettre en œuvre des politiques et essayer de faire en sorte que ça se traduise autant que possible dans les faits et dans ce qui est en fait en même une transformation parallèle, hein, qui est la transformation de la pédagogie universitaire. C'est-à-dire pour nous, alors d'ailleurs la MIPNES s'appelle Mission pour pédagogie numérique. La pédagogie du numérique dans l'enseignement supérieur, c'est ça. Bon, et alors on a beaucoup dit au début pédagogie numérique, mais ça ne se confond pas. Et puis voilà. Et puis aujourd'hui, c'est quasiment une seule structure, hein, Marie-Françoise. Dans les faits, on avait beaucoup plus l'idée au départ quand on l'a construit de 2 branches, en disant attention, l'un ne se confond pas avec l'autre, etc. Et puis dans les faits, on travaille maintenant, je dirais, sans distinction. Voilà. Et bien sûr qu'il y a des transformations pédagogiques qui ne tiennent pas au numérique, mais c'est totalement interpénétré. Il n'y a pas vraiment de programme aujourd'hui pédagogique nouveau qui ne s'alimente du numérique et de programmes numériques liés à la formation et à la recherche, hein, qui ne transforment en même temps nos pratiques d'enseignement. Je ne parle pas de celles de recherche, mais évidemment qui sont ces pratiques de recherche totalement bouleversées aussi, hein, et ce n'est pas simplement la question de la formation scientifique et technique, hein, c'est même les pratiques qui sont transformées. Je voudrais terminer sur 2 points pour dire combien pour nous c'est là aussi concret. C'est l'importance que revêt du coup pour nous la transformation immobilière. Donc c'est un de nos axes très importants. Je pense que ce n'est pas forcément un sujet que vous avez abordé. Je l'ai abordé incidemment à travers le campus breton, puisque là, alors eux, ils ont carrément symbolisé ça en consacrant leur plan campus à du béton intelligent, si je peux m'exprimer ainsi, du beau et intelligent. Bon. Et qui leur permet, en tirant des câbles, avec un seul enseignant dans un espace, d'alimenter toute la Bretagne. Mais